tous. Merci à vous qui nous regardez, à tous nos auditeurs de nous rejoindre pour un nouvel épisode du podcast de la Commission juridique de la Chambre de commerce du Brésil en France. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux car nous accueillons notre invité ici présent, Damien Lanquet. Donc, bonjour Damien, comment vas-tu? Je Bonjour, pense que nous pouvons nous tutoyer, n'est-ce pas? bonjour Louis. Bah écoute, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec toi et puis de pouvoir partager un peu avec tous les gens qui vont nous écouter. Non, merci à toi. Tout d'abord, je souhaite te remercier pour ta disponibilité. Donc, nous sommes très honorés de t'avoir avec nous et de pouvoir échanger sur le thème de la propriété intellectuelle et la bioéconomie au Brésil. En effet, allier biodiversité, technologie et innovation constitue la base principale de ce qu'on appelle la bioéconomie. Et le Brésil dispose d'un fort potentiel pour développer ce segment qui constitue l'une des plus grandes opportunités de se développer de manière durable et ainsi d'être en avance sur d'autres économies, à mon sens. Donc, dans ce contexte, ce nouvel épisode du podcast de la Comjour a pour objectif, entre autres, de débattre de l'importance de l'API, de la propriété intellectuelle, comme outil d'encouragement au développement d'une bioéconomie durable au Brésil, et ce par le biais de ton témoignage, Damien, et dans le cadre de ton activité au sein de la société Green Tech Brasil. Donc, Damien, avant de te passer la parole, une toute petite introduction. Damien est Country Executive Director chez GreenTech Brasil, filiale brésilienne du groupe GreenTech, l'un des leaders mondiaux de l'industrie des biotechnologies et plus précisément dans la fabrication de principes actifs et de micro-organismes avec une application particulière dans le domaine cosmétique. Donc Damien, je t'ai présenté en quelques mots, mais pourrais-tu nous parler un peu plus en détail de ta formation académique et de ta trajectoire professionnelle? Et finalement, comment es-tu arrivé au Brésil? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir dans notre beau pays? Alors, bah, merci beaucoup pour ton introduction, Louis. Alors, oui, effectivement, donc moi, je m'appelle Damien Lemquier, je suis originaire du nord de la France, la région du Grand Nord. Et puis, j'ai une formation académique, finalement, qui est assez, je veux dire, classique pour les gens qui exercent dans ce type de job. J'ai fait une classe préparatoire, une école de commerce dans mon nord de la France natale. Et puis, j'ai travaillé pendant quelques années, pratiquement une dizaine d'années dans le retail, à la fois en France, à la fois à l'étranger. Alors, travailler sur des fonctions financières, sur des fonctions commerciales, sur des fonctions administratives, des fonctions d'encadrement aussi, à la fois en France, à la fois en Argentine, au Brésil, travailler aussi un petit peu en Suisse, plutôt sur des fonctions financières. Et puis, je suis donc vraiment très corporate avec une dominante déjà sur l'Amérique du Sud, parce que c'est un continent qui m'intéresse et je pense qu'on va y revenir après aussi sur les sujets. Puis quand j'avais une trentaine, quand je suis arrivé à 30 ans, il y a de ça pas beaucoup d'années, j'ai décidé de couper un peu. J'étais en poste d'expatrié ici sur un job d'encadrement commercial dans une grande société française de retail. Et bah, j'ai décidé de couper. J'ai pris une année sabbatique. J'ai voyagé aussi un petit peu. Puis j'ai décidé de repasser à une nouvelle dynamique puisque je me suis mis à mon compte. Je suis rentré en France, je me suis mis à mon compte. J'ai monté ma société à la fois sur des sujets d'accompagnement plutôt sur le domaine commercial pour des PME PME, PMI, à la fois pour toujours maintenir ce lien entre la France et l'Amérique du Sud. C'est des sociétés qui voulaient développer en Amérique du Sud, où j'ai même travaillé avec une société à l'époque brésilienne qui voulait développer son business model en France. Et de fil en aiguille, bah, je suis arrivé chez GreenTech. J'avais déjà des contacts chez GreenTech avec Jean-Yves Berton, qui est le fondateur, le patron. Et GreenTech avait racheté une petite société familiale ici au Brésil. Et de fil en aiguille, ils m'ont demandé de travailler sur le projet finalement d'intégration de la filiale au groupe, sur la mise en place d'un nouveau modèle stratégique, modèle industriel, implanter le modèle industriel de GreenTech ici au Brésil, changer le modèle commercial qui était à l'époque, c'était une société de distribution qui a été rachetée, donc il fallait qu'on change le modèle commercial. Et puis surtout, la grande dominante qui est un principe important chez GreenTech, c'était développer le travail des filières. Donc, travailler, qui est notre source d'approvisionnement, notre matière première, ce sont les végétaux principalement, tu l'as rappelé dans ton introduction, mais travailler des filières dans différents biomes du Brésil et donc contribuer et mettre déjà des premiers pas dans cette partie de la bioéconomie. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai fait au long de ces 5 dernières années, là, que je suis chez GreenTech. Alors, pourquoi le Brésil? Bah, déjà, entre guillemets, j'y avais mis les pieds avec une société dans le retail. C'est un pays, je pense que le Brésil aujourd'hui, pour moi, il y a trois dynamiques. C'est un pays qui intrigue et qui attire en même temps. Quand on est français, principalement quand on est européen. Ça intrigue parce que on se dit, mon Dieu, mais
comment ça fait pour, entre guillemets, avec tous ces cycles économiques, comment on fait pour maintenir une certaine stabilité, une croissance, etc. C'est vrai qu'en Europe, on est habitué à des économies qui sont plus matures, donc ça intrigue, mais ça attire aussi parce qu'il y a une fantastique, il y a un dynamisme, il y a un dynamisme sur l'innovation, il y a une dynamisme culturelle, il y a un pays qui est extrêmement accueillant. Euh, c'est un pays où finalement c'est un peu la terre des possibles quelque part. Alors je sais que ça avait été, déjà été dit, mais c'est un pays qui est très dynamique et qui change très rapidement. Donc pour moi, c'est un trick, ça attire, c'est déjà quelque chose qui va susciter un peu une curiosité intellectuelle. Ensuite, le deuxième point du Brésil, qui est vraiment, pour moi, enfin, très important, c'est le Brésil a tous les climats, a une richesse en matières premières qui est absolument impressionnante. C'est un pays de taille continentale. Il y a des mers, il y a des forêts, il y a à peu près tout. Et surtout, il y a des compétences scientifiques. J'ai pu le voir lors des 5 dernières années. Il y a des compétences techniques, il y a des compétences. C'est un pays de compétences, un pays très jeune, un pays très dynamique. Ils investissent lourdement aussi sur cette partie, si on parle uniquement sur la partie des biotech. Donc, c'est un pays qui est en mouvement, qui est en mouvement très rapide et donc qui attire les sociétés. Et puis, le troisième point qui m'a attiré aussi pour le Brésil, et à mon avis, tu l'as rappelé aussi dans ton introduction, qui va être dans les futures années qui va être quelque chose de fondamental pour, même dire pour la planète, c'est un pays qui va être au cœur des enjeux stratégiques planétaires. D'abord, pour le climat, alors, tout le monde parle de l'Amazonie. Effectivement, l'Amazonie, c'est un enjeu d'humanité, hein. Mais il n'y a pas que l'Amazonie, parce qu'au Brésil, il y a quand même 5 grands biomes au Brésil, et puis il y a tous les biomes annexes. Donc, il y a vraiment un enjeu de climat, de pouvoir euh, finalement avoir une action qui bénéficie à l'ensemble de la planète. Il y a un enjeu, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits aussi sur les problématiques ESG, beaucoup de sociétés qui s'intéressent, beaucoup d'investissements qui sont mis aussi de la part du Brésil. Donc ça, c'est des problématiques finalement très actuelles. Et puis le troisième point, et je pense que c'est le point qui nous intéresse aujourd'hui, le Brésil peut devenir un modèle, il doit devenir d'ailleurs un modèle dans la transformation des modèles économiques à travers le développement d'une bioéconomie, qui est un enjeu à la fois, c'est une formidable opportunité, ça présente aussi des risques, ça présente des défis, mais on a la possibilité, au travers d'un modèle brésilien et au travers d'une action qu'on peut faire avec les compétences à la fois locales, mais des compétences aussi internationales, de transformer ce modèle économique et de faire finalement un projet pilote planétaire. Donc on est vraiment, à mon sens, je suis complètement aligné avec toi, on est vraiment dans un moment important pour la planète et le Brésil est de plus en plus, à mon sens, au centre des projecteurs. Donc c'est vraiment le moment pour être là et c'est finalement très, très intéressant et hyper challengeant d'être ici. Merci Damien. Donc effectivement, le Brésil, terre d'avenir, ou plutôt, comme dirait l'écrivain, mais plutôt terre du présent, à t'entendre, à t'écouter. Et finalement, le moment est là. Nous sommes prêts, en tout cas prêts pour devenir un des leaders mondiaux dans un secteur spécifique, ce qui est déjà beaucoup. Mhm. Donc, il me semble, si on revient un petit peu à la propriété intellectuelle, il me semble que tu as déjà eu contact avec la propriété intellectuelle en France et surtout au Brésil. Donc, selon toi, quelles sont les principales difficultés qu'ont les entreprises françaises au regard de la propriété intellectuelle au Brésil? Donc, par exemple, quelles sont les principales questions, les principaux défis qui se posent, qu'une société comme GreenTech se pose concernant la protection de ses actifs intangibles au Brésil? Je pense que peut-être peut-être des généralités hein, que je vais donner là, mais d'abord, quand on est une société, on l'a vu sur beaucoup de sociétés françaises, on a le regard depuis la France sur un grand pays qui est le Brésil, et sur une société de biotech, on se protège en France et on se protège au niveau global depuis la France. Alors, je pense que si on en discute plus en détail avec toi, tu auras beaucoup plus cette compétence technique pour rentrer dans le détail, mais il faut d'abord comprendre qu'il y a la propriété intellectuelle, il y a une chape, je vais dire, un petit peu globale, mais il y a surtout une réalité locale. Et c'est quoi la réalité locale au Brésil? Il y a les pays, il y a différents organismes. Comment on enregistre ici au Brésil? Est-ce qu'il faut enregistrer? Quels sont les risques? Quelles sont les opportunités? Comment on se protège finalement? Donc, transformer cette vision globale qu'on peut avoir comme société étrangère en réalité locale. Parce que cette réalité locale, on ne peut pas l'appréhender depuis loin. Alors, c'est-à-dire, on peut enregistrer, on l'a vu ensemble, hein, on peut enregistrer des brevets de manière globale, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils seront bien enregistrés au Brésil et qu'on aura bien protégé finalement à la fois nos actifs intangibles, mais à la fois de manière plus générale, notre propriété intellectuelle au Brésil. Ça, c'est le premier point. Donc, la compréhension de la réalité locale. Le deuxième point que je vois pour une société française ou pour une société, je veux dire une société européenne,
bah, il y a un poids administratif aussi au Brésil. Et ce poids administratif-là, on a du mal aussi un petit peu à l'appréhender quand on est une société française. Donc c'est pour ça qu'il faut être bien accompagné. Il faut se faire accompagner par des spécialistes hein, de la propriété intellectuelle parce que ce poids-là, même si on a ce poids administratif en France, au Brésil, il peut être un peu plus important parce qu'il va dépendre d'un certain nombre de facteurs. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail, mais je pense que ce serait intéressant s'il y a des gens qui sont intéressés peut-être de converser un peu plus en détail. Ça dépend vraiment de ton activité, ça va dépendre vraiment de ce que tu veux enregistrer, comment tu veux le protéger, etc. Mais il y a effectivement un point administratif faut comprendre. Le troisième point, pour une société française, et là je vais peut-être extrapoler la propriété intellectuelle à la question juridique au Brésil, mais ça s'applique principalement à la propriété intellectuelle. Euh, le coût juridique pour une société française, européenne, le coût juridique pour une société tout court, entre guillemets, au Brésil, il est très élevé. Il est très élevé. Alors, et généralement, quand on a une société étrangère, on n'a pas ce même coût juridique, parce qu'ici, effectivement, bah, il faut un avocat fiscaliste, il faut un avocat spécialisé de propriété intellectuelle, il faut un avocat spécialisé des questions juridiques, pénales, etc., en fonction de ton activité, bien évidemment. Et donc, tout ça, en fait, tu démultiplies, et quand tu regardes dans ton PNL, ça commence à coûter un peu cher. Donc, il y a un coût qui est très important. Généralement, les sociétés vont dire, oh là, attention, oui, bon, à quoi, entre guillemets, la question serait de dire à quoi ça sert de payer un avocat si on est déjà protégé et globalement si on a déjà bien fait notre travail. Et donc ça, c'est un risque parce que par moment, bah, il vaut mieux investir très rapidement dans la propriété intellectuelle pour se protéger, pour faire son évaluation, pour mettre aux normes ses process pour pouvoir bien travailler au Brésil, plutôt que de dire bah, dans 5 ans, la note, elle va être multipliée par 10 parce que je vais commencer à voir les problèmes qui apparaissent et quand les problèmes ils apparaissent au Brésil, généralement, la note, elle monte très très vite. Donc, l'un des points que les sociétés peuvent se questionner, c'est oui, mais tout ça a un coût. Pourquoi payer autant finalement cette protection juridique? Et ça, c'est très important de l'appréhender dès le départ. Et puis, une dernière question aussi qui peut se poser au niveau des sociétés françaises, c'est bah, OK, alors à partir du moment où j'ai compris la réalité locale, à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait une question administrative, un point administratif qui pouvait, avec des délais qui sont un peu plus longs, tout ça a un coût. Comment on fait pour enregistrer? Qu'est-ce qu'il faut enregistrer? Quelle garantie finalement je vais avoir par rapport à mon enregistrement et à ma protection de ma propriété intellectuelle? Et jusqu'à quel niveau, entre guillemets, il faut que j'aille pour être sûr d'être bien protégé. Je pense qu'on va y revenir ensuite peut-être dans la discussion, mais de dire, bah, entre guillemets, pour une société comme GreenTech, oui, effectivement, on a des bioactifs, il y a des brevets sur les bioactifs, ils sont enregistrés au niveau global, il faut les enregistrer au niveau local. Oui, mais après, l'exploitation au jour le jour, qui a accès au contenu de ces brevets? Qui a accès à cette propriété intellectuelle? Comment c'est interprété, etc. Donc tout ça, ça se construit à la fois dans les process, à la fois dans le contrat de travail, à la fois dans la manière finalement de faire des échanges entre la maison mère et la filiale. Et donc tout ça, c'est véritablement un mapping qu'il faut faire au niveau général et que les sociétés par moment disent bah oui, mais par où on commence? Donc j'ai essayé un petit peu de résumer un peu les questions qui pouvaient se poser, mais ce que je pourrais dire ici aux gens qui nous écoutent, c'est fondamental, vraiment, c'est fondamental, c'est pas qu'une question de protection, c'est fondamental de s'intéresser rapidement aux questions juridiques et à la propriété intellectuelle en particulier, et principalement ici au Brésil. Merci Damien. Donc effectivement, oui, de nombreux défis, quelques difficultés très particulières au Brésil doivent être surmontées dans la pratique de la propriété intellectuelle au Brésil. Mais cependant, c'est intéressant de faire quelques commentaires ici concernant notre système national de propriété intellectuelle. Euh, Nous avons un Institut national de la propriété industrielle, notre INPI, qui aujourd'hui a pour objectif de se consolider parmi les principaux instituts au monde. Donc, il a, depuis 2019, en tout cas, mis en place un certain nombre de révisions internes de ces processus. Par exemple, révision de ces processus d'examen de marque, d'examen de brevet et des demandes de dessins et modèles, afin justement de devenir beaucoup plus productif sans perdre en qualité technique. Donc, on a assisté depuis 2019 à une réduction considérable du temps d'examen des demandes d'enregistrement de marque et ça, dans le but de pouvoir mettre en place le protocole de Madrid. Donc, il s'agit d'un accord international pour la protection de la marque internationale. La même chose pour les dessins et modèles. Donc, on a assisté depuis 2019 à une réduction du temps d'examen
des demandes d'enregistrement des dessins et modèles afin de mettre en place la Convention internationale de l'AE concernant la protection du dessin et modèle international. Et gros sujet au Brésil, les brevets. Donc, l'INPI brésilien a longtemps été connu pour avoir un grand backlog, un approximatif 150 000 demandes de brevets qui étaient en attente d'examen. Et donc, ce backlog, depuis 2019, quand l'INPI a mis en place un plan de combat, de réduction ou d'élimination de ce backlog aujourd'hui n'existe plus. Et le temps d'examen, qui était supérieur à 10 ans, a été réduit à une moyenne de 3-5 ans. Donc, ce n'est pas uniquement une question de réduction de ce backlog, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de nouveaux backlogs et que les nouvelles demandes de brevets, d'enregistrement de brevets, ne mettent pas plus de 10 ans à être, qu'un brevet ne mette pas plus de 10 ans à être octroyé. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une moyenne suivant le secteur technologique de 3 à 5 ans, ce qui est tout à fait conforme à la moyenne des principaux instituts du monde. Je dirais aussi qu'il ne faut pas oublier l'existence de plusieurs modalités d'examen prioritaire. Donc justement, comme l'INPI avait ce temps long pour examiner ces demandes de brevets, il a mis en place un certain nombre de programmes. Donc, par exemple, on a toutes les inventions qui sont, tous les brevets qui sont déposés par des startups, des PME, des technologies considérées comme des technologies vertes, c'est-à-dire qui ont un bénéfice, euh, euh, qui apportent un bénéfice à l'environnement, en pharma aussi pour quelques maladies rares. Donc, on a eu ce programme pendant le Covid, par exemple. Donc, plusieurs programmes, modalités d'examen prioritaire pour faire en sorte que l'examen de la demande de brevet soit accéléré. Le Brésil, aujourd'hui, l'INPI brésilien a un accord avec l'INPI français depuis mars 2022. Donc, une collaboration entre les deux instituts pour justement accélérer des demandes de brevet quand on a un brevet en France, quand on a un brevet au Brésil, un brevet correspondant au Brésil. Donc, ce sont les accords de PPH qu'on appelle les Patent Prosecution Highway. Donc ça, c'est un accord qui fonctionne, c'est une modalité d'examen prioritaire avec les brevets verts qui fonctionne très très bien au Brésil. Et nous avons eu quelques cas ici au cabinet où des demandes de brevets étaient concédées en moins d'un an. Donc c'est assez surprenant. Donc je dirais que finalement, l'INPI brésilien s'améliore, devient beaucoup plus productif. Euh, je dirais que concernant les coûts relatifs, tu as parlé de coûts tout à l'heure, des coûts élevés, des coûts juridiques élevés. Mais je dirais que en ce qui concerne, et ça, une question plutôt spécifique, mais en ce qui concerne les coûts de dépôt de marques, de brevets, de dessins et modèles au Brésil, le coût de dépôt, ils sont relativement faibles en comparaison à d'autres pays. Et évidemment, les questions juridiques qui peuvent se poser autour, évidemment, ça peut devenir, les coûts peuvent augmenter assez rapidement. Mais quand on compare le coût de dépôt d'une demande de brevet d'enregistrement au Brésil d'une marque, d'un dessin et modèle, ils sont relativement faibles. À côté de ça, nous avons une justice qui est assez rapide concernant l'octroi d'injonctions ex parte, ce qui permet de faire pression en cas de litige en contrefaçon de brevet. Donc, en conclusion, non seulement le processus d'obtention des droits de propriété intellectuelle au Brésil est devenu plus efficace, comme le Brésil est devenu une juridiction intéressante, assez intéressante pour l'exercice des droits de propriété intellectuelle en raison de la possibilité d'obtenir des injonctions au tout début d'une affaire en contrefaçon. Donc ça, c'est quelques éléments, quelques points positifs concernant le Brésil et qui mettent le Brésil de plus en plus qui font en sorte que le Brésil devienne de plus en plus une juridiction assez intéressante quand il s'agit de protection, d'obtention de droits de propriété intellectuelle et d'exercice des droits de propriété intellectuelle. Donc, passons maintenant au rôle joué par l'API, par la propriété intellectuelle, dans le développement d'une bioéconomie durable au Brésil, je dirais. Donc, nous avons d'un côté les sciences biologiques qui apportent une valeur ajoutée à de très nombreux biens et services qui sont réunis sous ce terme de bioéconomie. Et les progrès dans ce domaine peuvent aboutir à des avancées socio-économiques majeures. Et d'un autre côté, nous avons la propriété intellectuelle qui sert à protéger les créations intellectuelles. Donc, toute nouvelle création technique engendrée par la R&D dans le domaine des sciences biologiques, par exemple, est susceptible d'être protégée par les droits de propriété intellectuelle. Donc, l'API, elle récompense l'effort des innovateurs qui a été fait en leur donnant des droits, leur permettant de diffuser leurs créations dans la société en les faisant fructifier grâce à un monopole d'exploitation pour une période déterminée. Donc, et par ailleurs, la propriété intellectuelle, elle introduit une restriction de principe, c'est-à-dire une restriction de principe quant à l'accès au savoir et à l'information qui autrement aurait été gratuit afin de compenser les coûts engendrés par la production de ce savoir ou de cette information. Donc, c'est dans ce contexte
que, à mon sens en tout cas, le rôle joué par la propriété intellectuelle, mais également les rôles joués par le financement de la R&D, les ressources humaines et la réglementation de la bioéconomie sont des facteurs déterminants du développement durable de nouveaux modèles économiques autour de ce concept de bioéconomie. Donc, il s'agit pour toute nouvelle entreprise dans ce domaine de se construire des avantages compétitifs par la valorisation durable du capital naturel. Et je pense que la propriété intellectuelle a un rôle important à jouer à ce niveau-là. Mais de ton côté, en fonction de ton expérience chez GreenTech, comment vois-tu le rôle joué par l'API dans le développement d'une bioéconomie au Brésil? Alors, effectivement, je pense que tu as rappelé certains principes très importants. Pour moi, là, et de ce qu'on a vu, et je vais donner un exemple après aussi de ce qu'on a vécu quelque part chez GreenTech, et puis aussi un exemple de là où on voudrait aller, pas nécessairement chez GreenTech, mais là où vraiment on a travaillé sur le sujet, où est-ce qu'on pense que là, on va avoir un impact sur la bioéconomie. La bioéconomie, tu l'as dit, il y a un enjeu socio-économique, il y a des enjeux effectivement financiers, il y a des enjeux de développement aussi, euh, de développement enfin, de réduction aussi des inégalités sociales et principalement ici au Brésil, qui est très important. Et dans ce cadre-là, la propriété intellectuelle pour une société, elle va donner à la fois du cadre et à la fois du lien, de mon point de vue. Alors effectivement, tout dépend dans quel secteur d'activité on se trouve et chaque secteur d'activité va correspondre finalement à un certain type de solution. Moi, je résumerais la vision de la propriété intellectuelle pour nous, pour une société comme GreenTech de biotech, pour une société de biotech, sur plusieurs aspects. D'abord, la propriété intellectuelle et l'accompagnement sur la propriété intellectuelle, il va te donner un encadrement et une orientation. Pourquoi? Parce que, de mon point de vue, il faut déjà savoir ce que tu veux faire au Brésil. Est-ce que tu veux faire de la recherche? Est-ce que tu veux faire de la production? Est-ce que tu veux faire les deux? Est-ce que tu veux faire de la commercialisation? Est-ce que tu veux faire... Et en fonction de tout ça, ton encadrement de propriété intellectuelle, il sera un petit peu différent. Si on part sur encadrement et orientation, il y a aussi un vrai sujet. Pour une société comme GreenTech, l'objectif affiché, clairement, et ce sur quoi on a travaillé aussi, c'était de pouvoir commencer à développer de la recherche à partir de la biodiversité brésilienne. Et là, on rentre dans un aspect encore plus local, puisque pour les gens qui nous suivent, peut-être que certains sont déjà au courant, mais il y a une législation qui est spécifique à l'utilisation de la biodiversité brésilienne, à la fois sur la commercialisation de produits issus de la biodiversité brésilienne, mais à la fois aussi sur l'utilisation du savoir traditionnel. Et beaucoup de sociétés, par exemple, vont dire, bah, tiens, je vais développer un actif à partir de telle plante parce que on sait qu'il y a, je sais pas, une action cutanée, ça permet d'hydrater la peau. Le problème, c'est que il y a 100 ans, 100 ans, pardon, il y a une coopérative qui avait déposé un brevet de connaissances traditionnelles en disant, bah, nous, on sait que ça hydrate la peau. Donc, la société va faire tout un travail et va dire, bah voilà, nous, on dépose un actif. Je résume, hein, Louis, peut-être que tu vas me corriger Mhm. parce que je suis peut-être, je suis pas aussi technique que toi, mais il va Non, dire, non, bah, c'est pas. effectivement, bah, vous avez développé un actif où il y a une hydratation cutanée, en fait, vous devez payer la communauté qui, il y a quelques années, a déjà développé parce qu'ils le savaient déjà. Donc, toute votre recherche scientifique, finalement, vous avez dépensé des cents et des mille, bah, elle vient un petit peu, elle n'est pas mise à mal, mais elle est mise à mal parce qu'il y avait quelque chose déjà qui existait en termes de propriété intellectuelle de la part d'une communauté traditionnelle brésilienne. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et si on ne l'appréhende pas dès le début, si on ne fait pas une analyse en disant, bah oui, je veux développer un nouvel actif, est-ce qu'il y a déjà des choses qui existent? Comment je peux utiliser la biodiversité brésilienne? Et dans ce cadre-là, quelles vont être les implications? Et finalement, les conséquences parfois que ça peut avoir commerciales, stratégiques, même judiciaires, hein, parfois il peut y avoir. Donc, l'encadrement et l'orientation à la base. Quel est mon projet ici au Brésil? Qu'est-ce que je veux faire? Et en fonction de ce que je veux faire, je définis un certain type d'accompagnement propriété intellectuelle. Le deuxième aspect que je vois pour le développement d'une bioéconomie ici au Brésil, effectivement, c'est la protection obligé de se protéger. Aujourd'hui, on protège notre savoir. C'est pas non plus pour faire du protectionnisme, mais pour être tranquille par rapport à son développement et à sa commercialisation future ou non, hein, son développement futur. Donc, quel cadre, une fois que j'ai défini ce que je voulais faire, bah, quel cadre je vais donner à ça, comment je vais protéger. Alors, est-ce que je dépose un brevet, est-ce que je dépose pas de brevet, je dépose un brevet sur l'actif, sur la formule, sur l'ensemble, dans quelle catégorie
de dépôt, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, auprès de l'INPI, etc. Donc, ce cadre de protection aussi, il est extrêmement important. La propriété intellectuelle, bah, faut savoir dire bah, comment je me protège. Alors, quand on a dit ça, on dit oui, mais finalement, tout ça, bah, c'est un petit peu pour une société. Je me mets dans une vision économique, c'est de la dépense. Jusqu'à maintenant, c'est de la dépense. OK. Alors, comment on passe de la dépense à l'investissement? Parce qu'on est quand même dans un monde capitaliste où on investit pour avoir un retour sur investissement. Donc, le troisième point qui me semble intéressant, c'est qu'il y a un véritable enjeu stratégique et commercial. Parce que si j'ai pas fait ce poste de dépense au départ, je vais pas pouvoir commercialiser et être tranquille en ayant mon innovation, en ayant mon exclusivité sur le marché brésilien ou sur d'autres marchés. Ou si je l'ai mal fait, je vais me faire copier demain et tout le travail, tous les investissements que j'aurais fait sur ma R&D et que j'aurais pas fait sur ma propriété intellectuelle, ils vont bien être mis à mal au bout d'un moment parce que quand je vais commencer à commercialiser, bah, j'ai le petit concurrent qui va dire, moi, j'ai déposé dans les bonnes catégories de produits, j'ai bien fait mon travail. Auquel cas, on arrive à des conflits et finalement, c'est des choses qui vont aller en justice derrière, ça va prendre des années et on bloque complètement notre processus. Et le quatrième point, pour vraiment rentrer dans le détail de la bioéconomie, si tu me permets, je voudrais donner un exemple d'un travail qu'on a fait chez GreenTech, qu'on continue de faire d'ailleurs, c'est de dire aujourd'hui, nous, comme je l'ai dit en introduction, on a développé des filières d'approvisionnement dans différents biomes du Brésil. Je prends l'exemple d'une filière d'approvisionnement qu'on a développée au Brésil, et un actif de la société, qui est un actif antipelliculaire, je peux donner le nom, il n'est pas secret, ça s'appelle Dendrilis. Le dendrilis, c'est un actif antipelliculaire qui a été développé à partir d'un arbre qui est présent dans la Caatinga, dans le nord du Brésil, qui s'appelle le Ziziphus joasel. On extrait de l'écorce de l'arbre un principe actif qui va rentrer dans la composition de notre actif, qui ensuite rentre dans la composition de shampoing antipelliculaire, donc qui finalement va contrôler le microbiote du cuir chevelu et donc qui va limiter les pellicules. Donc, quel était le modèle? On a travaillé avec la coopérative en disant, ben, nous, on voudrait utiliser l'écorce. Alors, il faut qu'on ait une écorce d'arbre plus ou moins jeune. Il faut qu'on extrait l'écorce comme ci, comme ça. Il faut pas qu'on extrait plus de autant de centimètres. Il faut former les gens sur place, etc. Donc, je passe tous les détails. Effectivement, il faut pas non plus couper les arbres parce que sinon, on va être accusé à raison d'ailleurs, on serait accusé finalement de déforester. C'est pas du tout l'idée. Donc, il y a vraiment un travail qui est fait autour de ça. Par contre, bah, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, l'écorce, elle part où? Elle part à Sao Paulo pour être extraite, elle part à Clermont-Ferrand pour être extraite. Et qu'est-ce qui reste auprès de cette communauté qui nous a extrait? Bah, finalement, on va les payer au prix juste pour la matière première, mais c'est tout. Et donc, il y a un jour, cette coopérative, qui est une coopérative majeure hein, dans le nord à Montes Claros, et ils m'ont interrogé avec l'équipe, mais ils m'ont interrogé directement. Ils m'ont dit, mais c'est bien, Damien, mais qu'est-ce qu'on y gagne à ça? Qu'est-ce qu'on y gagne? Ça veut dire quoi? Vous avez fait tout un travail scientifique, vous allez créer de la valeur ajoutée de votre côté. Nous, ils le disent pas comme ça, mais nous, quelque part, on est à la base. Cette matière première, elle est hyper importante, puisque c'est la base de ton ingrédient qui va être la base du shampoing et qui va être la base du résultat que ça va générer sur le consommateur au Brésil ou ailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'on y gagne? Et donc, ça nous a fait réfléchir un petit peu plus ici en interne, de dire, bah, on a un problème sur le rééquilibrage, si tu veux, de la valeur ajoutée entre la coopérative qui crée finalement, qui va nous extraire cette matière première, et donc la valeur ajoutée, c'est un, pour des exemples. Nous, on est un intermédiaire, donc on va créer un peu plus de valeur ajoutée puisqu'on va revendre, on va industrialiser, etc. Donc ça va être créé à 10. Et notre client, qui est une industrie de la cosmétique, par exemple, ils vont créer de la valeur ajoutée à 100. Mais quand tu regardes, en fait, tout part Donc, si on veut vraiment avoir un impact sur la bioéconomie, il faut qu'on arrive à repasser de la valeur ajoutée de tous les côtés. Et donc, dans ces cas-là, bah, qu'est-ce qui se passe? Personne ne veut un petit peu ouvrir les bourses en disant, bon, bah, ouais, bah, tiens, je vais te redonner un petit peu, et puis on va rééquilibrer toute la chaîne de l'autre côté. Et pourquoi la propriété intellectuelle, elle est importante là-dessus? Parce que l'enjeu de la bioéconomie, c'est pas nécessairement de créer de la valeur chez GreenTech à Sao Paulo, créer de la valeur chez le client à Rio, à Sao Paulo ou je sais pas où. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est vraiment d'avoir un impact socio-économique, environnemental, social, etc. auprès de ces communautés, donc auprès des régions qui sont les plus reculées, mais qui finalement vont être la base de cette bioéconomie. Donc, c'est d'investir chez eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devoir investir des machines, je vais devoir investir de la formation, je vais devoir leur apprendre à faire des premières extractions chez eux. Oui, mais moi, j'ai quand même un risque parce que mon bioactif, c'est nous qui l'avons développé, c'est nous qui en avons la propriété, c'est nous. Donc, comment je vais réussir à contrôler la fabrication d'un bioactif, sachant que je vais donner ma recette de production, pour faire très simple,
auprès de communautés qui sont à 2000, 3000, 5000, enfin 5000, non pas tant que ça, le Brésil est grand, mais pas aussi grand, 2000, 3000, 4000 kilomètres de chez nous, et je vais être sûr que personne ne va essayer de passer au travers un petit peu de ma protection. Donc la propriété intellectuelle, elle va venir pour garantir, elle va analyser toute la chaîne, et on en avait déjà discuté ensemble, mais elle va analyser toute la chaîne pour dire ben, comment je vais faire en sorte qu'à chaque étape de la chaîne, tout soit garanti. Si on arrive à relisser cette valeur ajoutée, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans un premier temps, ben, l'intermédiaire comme nous et le client final comme un fabricant de cosmétiques, ils vont perdre à court terme. Mais s'ils perdent à court terme, ils vont gagner à long terme. Pourquoi? Parce que là, auprès de la communauté, bah, on va créer de la valeur ajoutée, on va améliorer la qualité de l'ingrédient, on va commencer à faire des premières extractions, ça va me libérer de la capacité productive, donc des échelles, des économies d'échelle, et mon client final, il va avoir une action, je veux dire, décuplée, parce que mon actif sera encore de meilleure qualité, parce qu'il sera bien travaillé, etc. Donc, à moyen terme et à long terme, on a un impact à la fois socio-économique et social, on a un gain d'économie d'échelle ici au milieu, je veux dire, on rééquilibre un petit peu la valeur ajoutée tout au long de la chaîne, tout au long de la chaîne de valeur. Et ça, c'est permis pourquoi? C'est permis parce qu'on a donné du lien, de la protection et surtout, on a arrêté de travailler sur un modèle extractiviste à court terme et on travaille sur un modèle beaucoup plus moyen-long terme. On a une vision du développement de la bioéconomie. Donc pour moi, la propriété intellectuelle, désolé, je ne sais pas si j'étais très clair dans ma, dans ma, dans ma démonstration, mais pour moi, la propriété intellectuelle, elle est fondamentale. Là-dedans, elle est fondamentale au Brésil parce qu'il y a un enjeu industriel, il est évident, il y a un enjeu de ressources humaines, etc. Mais ce qui va garantir finalement la pérennité de ce modèle-là, bah, c'est le travail de propriété intellectuelle que j'aurais fait à la base avec des spécialistes, etc., qui auront analysé toute ma chaîne. Donc, c'est un peu une vision, je veux dire, utopique parfois, mais je pense, et nous sommes convaincus, c'est pas je pense, nous sommes convaincus que si on va pas vers ce type de modèle, vers un repasser cette valeur ajoutée et donc travailler la chaîne de valeur un peu plus loin, bah, l'impact sur la bioéconomie il va toujours être un peu limité parce qu'on va se maintenir dans un modèle extractiviste. Et si on continue à se maintenir dans un modèle extractiviste, on aura du mal à générer de la valeur pour tous les maillons de la chaîne. Et c'est un modèle qui nous paraît à moyen ou à long terme un petit peu limité et qui présente aussi certains risques. Voilà, c'est un petit peu l'analyse qu'on a et ce sur quoi on a travaillé ces dernières années. Non, merci beaucoup, Damien. Je pense que au contraire, tu as été très clair et en donnant vraiment ta vision de la propriété intellectuelle, de ton expérience que tu as pu et les défis que tu as pu faire face au Brésil. Et effectivement, je pense qu'on arrive à la même conclusion que la propriété intellectuelle comme outil c'est-à-dire pour toute nouvelle entreprise dans le domaine de la biotechnologie, il s'agit de se construire des avantages compétitifs et ça par la valorisation durable de ce capital naturel et la valorisation, un rééquilibrage de la valeur tout au long de la chaîne productive. Je pense que la propriété intellectuelle est un outil assez important et son rôle ne devrait pas être diminué. Son importance ne devrait pas être diminuée pour juste, dans ce contexte de la bioéconomie, et de faire en sorte que ce modèle économique ou de nouveaux modèles économiques dans le cadre de la bioéconomie, finalement, fonctionnent et surtout au Brésil. Et donc, finalement, pour conclure, selon toi, quelles seraient, si tu pourrais résumer, quelles seraient euh, les bonnes pratiques liées à la propriété intellectuelle que tu recommanderais à des sociétés françaises souhaitant entrer dans le marché brésilien de manière sécurisée, surtout au regard des principales difficultés et des défis concernant le pays dont tu nous as déjà parlé? Alors, je pense que les conseils, alors, ce serait un peu osé des conseils, mais au moins de dire, bah voilà, peut-être des choses que nous, on a eu à faire face et on aimerait bien que les autres n'aient pas à faire face. Finalement, on a pu essuyer les plâtres, comme dirait l'autre. Bah d'abord, c'est un conseil basique, prendre conseil. Comment fonctionne le Brésil? Et j'ai eu l'occasion d'en discuter il y a pas longtemps avec une société. On me dit, finalement, qu'est-ce que tu dirais sur le Brésil par rapport à... le Brésil, moi, enfin, c'est ce que j'aime bien dire, mais le Brésil, quand on vient au Brésil, la règle du jeu, elle est différente. Donc, il faut juste respecter la règle du jeu telle qu'elle est au Brésil. Donc, prendre conseil de dire comment fonctionne le Brésil sur cet aspect principal de la propriété intellectuelle. Alors, tu l'as dit, il y a des spécificités, il y a un IMPI, etc. Qui, voilà,
certaines questions d'enregistrement. Là, là. Et donc, il y a des spécialistes comme vous qui êtes capables d'accompagner les sociétés en fonction de leur business model, que ce soit de la pharma, etc. Donc, prendre conseil et comprendre comment ça fonctionne. Ça, pour moi, c'est le premier. Le premier, ça mange pas de pain, mais c'est quand même important de le faire. Le deuxième point, c'est de dire, bah, une fois que tu as identifié, tu as pris conseil, etc., bah, identifier bah, qu'est-ce que tu veux faire au Brésil et surtout quel est ton noyau stratégique et ton cœur de business ici au Brésil. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que tu envisages que ça va être? Et en fonction de ça, bah, tu fais une évaluation. On va évaluer au regard de notre noyau stratégique, de notre cœur de business, on va évaluer bah, quels sont nos risques, quelles sont nos opportunités et comment finalement on va structurer et se protéger pour pouvoir bah, bien développer notre noyau stratégique ici au Brésil. Alors, si c'est effectivement bah, uniquement des bioactifs, bah, il faut bien enregistrer tes bioactifs. Il faut regarder aussi sur la chaîne de valeur, bah, il faut peut-être enregistrer aussi ta manière de formuler, il faut peut-être enregistrer ta recette de production, etc. Donc, identifier, mais c'est quoi mon noyau stratégique? Quel est mon noyau stratégique de l'entreprise? Donc, protéger. Le troisième point que je dirais, c'est faire un mapping des risques, au-delà de protéger ton noyau stratégique, c'est faire un mapping des risques, de dire bah, jusqu'où on descend. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire bah, c'est bien, j'ai bien enregistré mes brevets, j'ai bien enregistré mes recettes de production. Non, mais qui a accès à tout ça? Comment ils ont accès à tout ça? Comment on le traduit dans un contrat de travail? Comment on le traduit dans les process de l'entreprise? Est-ce que mes process sont bien écrits? Est-ce que mes informations sont bien protégées? Est-ce que les gens qui ont accès aux informations, ils ont un cadre dans lequel ils peuvent partager ou non ce type d'informations? Et puis le dernier point que je dirais un petit peu, bah, ça rejoint un petit peu ça, c'est aussi faire une espèce enfin une espèce, non, c'est véritablement ça, c'est faire véritablement une due diligence de dire bah, sur la propriété intellectuelle, voilà, euh, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que j'en attends, etc., pour pouvoir organiser et mettre en place ta stratégie de propriété intellectuelle. Et le dernier point que je voulais quand même peut-être conclure, c'est, on a parlé tout à l'heure des coûts, il y a des coûts juridiques, mais peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas l'habitude du Brésil, c'est vraiment, il faut transformer cette vision, peut-être qu'on peut avoir une vision française de c'est un coût en investissement d'opportunité. Parce que si on ne fait pas le coût et la dépense, qui peut être vue comme une dépense, dès le départ, à très court terme, et qui peut être vue comme bah, finalement une dépense assez importante, on risque, je dis pas qu'on va nécessairement, mais le risque, on risque de payer la note très très cher plus tard. Donc il est beaucoup mieux de prévenir que de guérir, et principalement au Brésil, parce qu'on sait que ça va vite et ça chiffre parfois très très haut et ça peut porter préjudice au-delà de la partie financière et économique. Ça peut porter préjudice à un business model, non seulement au Brésil, mais aussi un business model global. Donc voilà un petit peu en résumé ce sur quoi j'inciterai peut-être les entreprises françaises à regarder de plus près. Merci beaucoup, Damien. C'est vraiment très intéressant. Effectivement, la dynamique juridique entre la France et le Brésil sont complètement différentes. Et merci de nous rappeler le rôle joué ou l'importance de la propriété intellectuelle, en tout cas la propriété intellectuelle qui devrait être parmi les priorités d'une société française qui souhaite éventuellement s'implanter au Brésil. Et pas uniquement l'importance de la propriété intellectuelle pour accéder de manière sécurisée le marché brésilien, mais la propriété intellectuelle, effectivement, comme un véritable outil, c'est-à-dire l'importance de la stratégie, d'avoir une stratégie de propriété intellectuelle qui soit en phase avec son noyau stratégique, avec son business model. Donc, comme tu l'as dit, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on veut faire au Brésil, qu'est-ce qu'on veut développer au Brésil, et ensuite se poser éventuellement des questions relatives à la propriété intellectuelle. Donc, Damien, merci beaucoup. Nous avons été très heureux de te recevoir aujourd'hui. Je pense que ton témoignage y contribue très certainement au dialogue et au développement des échanges franco-brésiliens. Donc, merci encore une fois, Damien, et bon courage pour la suite. Encore une fois, Merci. merci, Damien. Merci à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. Donc, je m'appelle Louis Lozoué, je suis membre de la Chambre de commerce du Brésil en France. Je suis avocat franco-brésilien et associé chez Venturini IP. Il s'agit d'un cabinet spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle basé à Rio. Donc, ce fut un plaisir et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de la Comjour. Merci. Merci, Damien. À À bientôt. bientôt.